Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Jean Étoirès, je suis avocat depuis une vingtaine d'années. J'ai créé un cabinet qui s'appelle OX, donc OX, et ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec des producteurs de films publicitaires. Pourquoi le secteur de la publicité est le parent pauvre du droit d'auteur? Bien parce que le film publicitaire n'est pas l'objet d'exploitation de l'annonceur. C'est-à-dire que l'annonceur ne vend pas des films publicitaires. Il vend des produits. Et le film publicitaire est un support pour ce produit. Le cœur d'activité des secteurs dans lesquels vous intervenez n'est pas le film, mais c'est le produit qui va être vendu dans tous les autres secteurs de la création, celui de la musique, celui du film, celui du livre. L'objet même qui va être exploité par l'éditeur, le producteur, etc., c'est le livre. C'est ça qui va rapporter de l'argent. Et donc c'est pour ça que dans ces secteurs-là, les droits d'auteur sont fondamentaux et les droits d'auteur sont au cœur de leur activité. Donc il y a des services juridiques, il y a des contrats extrêmement complexes. Alors que dans le milieu publicitaire, je dirais que c'est pratiquement, on fait avec les droits d'auteur, mais on ne s'en soucie pas plus que ça. Or, le deuxième paramètre, c'est que les droits d'auteur ne rapportent rien. Les films ne rapportent rien non plus. La production du film rapporte de l'argent et permet de réaliser des marges, mais les droits qui sont attachés au film ne rapportent que très rarement des revenus. Alors, il y a des cas où ça peut, et c'est plutôt intéressant, mais très généralement, ça ne rapporte rien. Pour l'annonceur, c'est même une source de dépenses, le film en réalité. Ce n'est pas une source de revenus. Alors que pour un éditeur de livres, pour un producteur de films cinématographiques, le film va rapporter de l'argent, le livre va rapporter de l'argent. Donc c'est pour ça que les droits d'auteur, qui sont la source de revenus de tous les opérateurs dans tous les secteurs de la création, eh bien les droits d'auteur ne sont pas au cœur de votre activité, en tant que producteur ou en tant qu'agence d'ailleurs, alors que pour autant, ce que vous créez, ce sont bien des œuvres. Et ces œuvres, elles donnent bien prise à des droits d'auteur. Et donc, qu'on le veuille ou non, les droits d'auteur sont là, il faut faire avec. Alors, pourquoi il faut faire avec et quel intérêt présentent les droits d'auteur et pourquoi on a décidé avec Xavier de commencer par ça, même si potentiellement on pourrait dire bah ouais, mais c'est quand même relativement accessoire dans notre activité, on aurait pu parler du contrat de production, du statut de producteur ou que sais-je encore. Pourquoi on commence par ça? Eh bien parce que ça présente un double intérêt. Premièrement, si on ne s'en soucie pas, on va droit à des problèmes considérables. Le droit d'auteur, c'est l'un des droits les plus puissants qui existent. C'est un droit qui donne lieu à la mise en œuvre de moyens extrêmement coercitifs, les saisies contrefaçon, la saisine du tribunal correctionnel si on se plante. Donc il y a des moyens extrêmement coercitifs qui sont attachés à ce droit, donc c'est un droit avec lequel il ne faut pas trop rigoler. Deuxièmement, c'est un droit qui, bien manipulé, bien connu, bien manœuvré par les gens qui font de la production notamment, est un droit qui peut générer des revenus. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas forcément à négliger de ce point de vue-là. Il y a de ce fait-là des réglementations qui sont un peu disparates, et il y en a notamment 3 qui s'appliquent. Le droit commun des droits d'auteur, donc le droit qui est applicable à tous les auteurs. 2, le droit de l'œuvre publicitaire qui est un droit spécifique, donc c'est un article spécifique du Code de la propriété intellectuelle. Et en même temps, dans votre secteur à vous, le film publicitaire, il y a aussi un droit spécifique qui est celui de l'œuvre audiovisuelle. Donc il faut, quand on est notamment avocat dans ce secteur-là, être capable de manipuler tous ces droits-là et de les agencer les uns avec les autres de façon à ce que ça fonctionne. Donc ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement simple. Alors, de quoi on va parler? On va parler du droit des auteurs sur le film. Donc le droit des auteurs sur le film, ça n'est pas les droits du producteur, d'accord, qui n'a pas de droit d'auteur mais qui va peut-être avoir des droits voisins, ça c'est une question qui se pose et qu'éventuellement on abordera une autre fois. Ça n'est pas le droit des mannequins, qui n'ont pas de droit d'auteur mais qui ont un droit à l'image. Ça n'est pas le droit des comédiens, qui n'ont pas non plus de droit d'auteur, mais qui ont un droit voisin de comédien, droit qui ressemble au droit d'auteur. Et on ne va pas non plus traiter des droits des œuvres qui sont intégrées dans le film publicitaire. Je pense notamment aux œuvres d'art qu'on pourrait filmer, les œuvres architecturales, les vêtements, les œuvres de design, etc., qu'on intègre et sur lesquelles on fait de l'achat. On achète le droit d'utiliser tel meuble Ikea ou tel meuble de design. On ne va pas traiter ce problème-là, on va vraiment traiter spécifiquement du droit des auteurs du film publicitaire. Alors il y a 3 questions qui se posent. Qui sont les auteurs? D'accord. Deuxièmement, en quoi consiste exactement le droit d'auteur? C'est quoi le droit d'auteur? Parce qu'on parle comme ça de manière absolue, mais vous allez voir que c'est un droit qui se décortique et qui donne lieu à l'exercice de droits très différents les uns des autres. Et puis troisièmement, comment on cède le droit d'auteur, comment on l'acquiert, comment on le recède? Parce qu'il se trouve que vous êtes au milieu du circuit. Alors les auteurs, c'est le premier, c'est le seul texte. D'accord. Il y aura tout un tas de numéros, mais c'est le seul texte que j'ai mis en intégralité pour que vous compreniez la logique. Il y a un texte qui est propre à l'œuvre audiovisuelle.
Ce texte, c'est l'article L113.7 du Code de la propriété intellectuelle, il dit deux choses. D'abord, il dit une banalité. Il dit ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle là où les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle. Donc en gros, les personnes qui participent à la création intellectuelle de cette œuvre. D'accord ? Je vous demande de noter une chose, c'est personnes physiques, par opposition à personnes morales. Aucune personne morale ne peut dire qu'elle est auteur d'une œuvre audiovisuelle. Aucune. Ni le producteur, ni l'annonceur, ni l'agence ne sont auteurs du film publicitaire. C'est impossible. Juridiquement impossible. Donc ça, c'est la première chose. Banalité et en même temps une information importante, ce ne sont que des personnes physiques. Deuxièmement, le législateur s'est dit, le film, il a cette particularité de faire intervenir beaucoup de personnes. Il y a un ingénieur du son, la photographie, la déco, le reaper, etc. Il va y avoir 40 personnes qui vont intervenir sur un film. Le TV producer, le producteur, le directeur de prod, j'en passe. 40 personnes qui vont intervenir sur un film. Je ne veux pas que ces 40 personnes viennent me dire « Ah, mais moi j'ai pensé à mettre la voiture ici, et moi c'est moi qui ai décidé de mettre le palmier là, etc. » Donc je vais créer un système qu'on appelle juridiquement un système de présomption. Alors présomption, c'est un mot un peu barbare, mais qui veut simplement dire « Ceux-là n'auront pas besoin de prouver qu'ils sont les auteurs, ils sont les auteurs, à défaut de prouver le contraire. » D'accord ? Ils n'auront pas à prouver qu'ils sont les auteurs. Et les personnes que l'on cite sont l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, ça, c'est essentiellement en matière cinématographique quand on adapte un livre, par exemple. Donc l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, le cas échéant, en matière publicitaire, ça va être globalement pris dans le scénario, mais on pourrait avoir un dialoguiste spécifique qui pourrait être co-auteur. L'auteur des compositions musicales, qui vient d'ailleurs avant le réalisateur dans le texte, original, donc on parle bien des compositions qui sont faites pour le film, mais pas celles qu'on irait chercher ailleurs. Si on va chercher un titre des Daft Punk, ils ne sont pas co-auteurs du film, ils sont bien auteurs-compositeurs de leur musique, mais pas co-auteurs du film. En revanche, si on fait réaliser, on fait créer une musique spécifique, on fait interpréter une musique spécifiquement pour le film, alors, bizarrement, l'auteur-compositeur de la musique devient co-auteur du film. Et puis, évidemment, celui qui est quand même au cœur de la question vous concernant, le réalisateur. Donc ça, c'est un texte général qui s'applique évidemment en matière de film publicitaire, c'est un texte qui s'applique à toutes les œuvres audiovisuelles, le film publicitaire étant une œuvre audiovisuelle. Donc il y a une présomption, et cette présomption concernant vos films, c'est essentiellement scénariste, créateur du concept, scénario dans les films publicitaires, ce n'est pas quelque chose de parfaitement clair, le réalisateur, là pour le coup c'est clair, et l'auteur-compositeur de la musique quand même. Donc, on commence par l'auteur du scénario. Alors, évidemment, en matière cinématographique, c'est très clair. Il y a quand même un gars qui, à un moment donné, prend un papier et écrit un scénario et le signe. Donc, on sait qui c'est. Et puis, par ailleurs, le film cinématographique présente un avantage, c'est qu'il a un générique. Donc, immanquablement, il y aura au générique un scénariste. Le film publicitaire a cette particularité bizarroïde, en tout cas pour un juriste en droit d'auteur, qu'il n'y a pas de générique. Donc, on a tendance à oublier le scénariste. Donc, généralement, on ne sait pas qui, physiquement, la personne physique, qui a fait le scénario. On l'identifie parce que vous êtes dans les rouages du film, donc vous avez peut-être parfois une idée de qui a été le concepteur, qui a été le directeur artistique ou que sais-je encore, mais le public et le juriste à l'extérieur, et a fortiori le juge, s'il devait être saisi de la question, n'en a strictement aucune idée. D'accord ? Donc ça, c'est une particularité que dans la pratique on rencontre, qui ne devrait pas être comme ça. Maintenant, il faut faire bien attention à une chose, ce n'est pas parce que les agences font cela que dans l'hypothèse où vous êtes dans un film que j'appellerais d'initiative producteur, c'est-à-dire où on va vous confier la totalité, par exemple quand vous êtes en contact direct avec l'annonceur qui vous dit voilà j'ai besoin d'un film qui raconte ça, mais mettez-le-moi en image, enfin plus exactement mettez-le-moi en mots, puis mettez-le-moi en image, là vous êtes vous à l'origine de cette création, à l'origine de la création du scénario, et dans ces cas-là vous faites bien vous appel à des personnes physiques que vous identifiez très bien, et si vous adoptez l'attitude extérieure, je dirais, de l'agence qui consiste à ne pas créditer l'auteur, vous prenez un double risque, une atteinte à son droit moral, et vous prenez le risque surtout de ne pas acquérir les droits. Si vous ne le considérez pas comme un auteur, vous prenez le risque de ne pas lui faire signer un contrat d'auteur. Or, il faut lui faire signer un contrat d'auteur qui est aussi complexe et aussi complet que le contrat du réalisateur. Donc, lorsque vous êtes à l'origine de la création du scénario, et non pas que vous avez un scénario que vous allez mettre en image, eh bien dans ces cas-là, il faut être très attentif aux droits du ou des scénaristes que vous allez mettre sur le projet. Deuxième intervenant, qui est l'intervenant clé vous concernant, c'est le réalisateur.
Alors le réalisateur, pratiquement, je n'ai pas grand-chose à vous en dire parce que vous pratiquez tous les jours les réalisateurs, donc vous savez très bien qu'il a un double statut et une double rémunération. Je vais simplement vous expliquer pourquoi. Pourquoi un double statut? Parce qu'il a le statut d'auteur au sens du texte qu'on a vu, L113.7, donc incontestablement, en tout cas, il bénéficie d'une présomption comme quoi il est l'auteur. C'est quand même très compliqué de venir dire qu'un réalisateur n'est pas l'auteur de son film, hein. Donc, a priori, il a le statut d'auteur, ça c'est incontestable, mais il a aussi un statut salarié parce qu'il y a un texte qui l'impose. Il y a un texte du Code du travail, qui est l'article L7121.2 du Code du travail, qui impose que le réalisateur ait le statut de salarié. D'accord? Donc maintenant c'est absolument clair, il y a eu un moment donné, il y avait un flottement, maintenant c'est clair. Donc double statut, vous le connaissez par cœur, et donc double statut, double rémunération. Voilà, je voulais juste vous expliquer d'où ça venait, ça vient d'une réglementation, c'est pas pour faire plaisir aux URSSAF particulièrement. Donc l'auteur de la musique originale, je passe très très vite, donc on parle bien de celui qui a fait la musique originale et non pas de l'auteur-compositeur d'une musique préexistante, sinon vous entendrez parler de synchronisation, d'accord? Donc il est bien co-auteur du film, hein. Il n'est pas uniquement auteur-compositeur de musique, il est bien co-auteur du film dans son ensemble. Et j'attire simplement votre attention qu'en matière musicale, il y a une particularité qu'il n'y a pas en matière audiovisuelle, c'est qu'il y a, alors il y a des droits voisins chez vous aussi, mais c'est les droits voisins du comédien, donc vous le voyez à peine. Mais en matière musicale, celui qui interprète la musique a des droits, et il faut acquérir aussi les droits de l'interprète. Donc il y a un contrat à faire avec l'auteur-compositeur, et que ce soit la même personne ou non, il y a un contrat de travail, parce qu'il est salarié, il a la même présomption que le réalisateur, un contrat de travail à faire avec le musicien ou les musiciens, un contrat de travail qui prévoit bien la cession de droits. Merci.